Je pense que les 1ers marins, tu vois, qui voilà, dans les années, 70-80 étaient des marins. Tu vois? On les appelait pas des coureurs, on les appelait des marins. C'était des gens qui allaient sur l'eau, qui aimaient aller sur l'eau, qui avaient d'autres choses, qui passaient leur vie à être au contact de la mer et je pense qu'effectivement ces 1res générations, bah, de découvreurs, de ce support-là et voilà, qui ont inventé, qui ont façonné plein de choses, ils avaient cette sensibilité-là parce qu'ils passaient leur vie sur l'eau. Aujourd'hui, les profils des personnes qui sont vraiment, encore une fois, à la tête, de notre écosystème et qui entraînent tout le monde avec eux, leurs profils, ce sont des architectes, ce sont des ingénieurs, ce sont des pilotes. Leur modèle, c'est la Formule 1, en fait. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Stanislas Turet. Stanislas est un célèbre marin qui s'est fait connaître récemment, non seulement pour ses exploits sportifs, mais surtout parce qu'il a pris la décision d'arrêter la course au large pour des raisons écologiques. Je suis très heureuse de recevoir Stanislas dans cet épisode afin qu'il nous partage sa vision et qu'il nous explique cette prise de position. Je vous souhaite une très belle écoute, j'espère que cet épisode vous plaira. Salut Stan, je suis très contente de te recevoir au micro aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir recueillir ton témoignage. Bon, on enregistre à distance parce que par la force des choses, tu es assez loin de moi et de la France métropolitaine. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Salut, donc moi je m'appelle Stan Turet, j'ai 35 ans et je me définis comme, cinéaste navigateur, parce que voilà, j'ai eu pour l'instant 2 vies dans ma vie. J'ai travaillé dans le cinéma pendant 8 ans, j'étais assistant réalisateur sur des longs métrages et à un moment dans ma vie, j'ai essayé de me poser des questions, de me dire, «Est-ce que je suis dans la bonne voie?» même si le fait de faire du cinéma, c'était déjà quelque chose qui est un peu différent d'un travail normal. J'avais besoin d'aller expérimenter d'autres choses et je trouvais ça déjà chouette de changer de trajectoire, en cours de route alors qu'on est bien établi et qu'on voilà, aller vers la facilité, j'ai l'impression que c'est un trait de caractère que j'ai maintenant d'aller toujours sortir un peu de ma zone de confort et donc ouais, voilà, j'avais 27 ans et je me suis dit que j'avais envie de traverser l'Atlantique en solitaire. J'avais découvert un peu la course au large, un peu par hasard parce que je passais mes vacances en Bretagne et je voyais passer des bateaux de course et je me suis dit: «Ça serait chouette d'aller voir ça». J'ai commencé à filmer des bateaux et puis de fil en aiguille, bah, j'ai acheté un petit bateau. J'ai fait, une première traversée de l'Atlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m et puis de fil en aiguille, bah, encore une fois, je suis resté là-dedans et j'ai fait 8 ans, voilà, je suis devenu, skipper, donc navigateur. J'ai commencé à faire des grandes courses comme la Transat Jacques Vabre, et la route du Rhum, là à l'hiver dernier, quoi. Voilà. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est parce que en fait, là, suite à l'arrivée de la route du Rhum, j'ai décidé d'arrêter la course au large pour raisons écologiques. En fait, c'est vrai que je pense qu'on est tous à un moment de l'histoire, enfin en tout cas dans nos sociétés, où je pense qu'il faut qu'on soit, conscient des choses, du monde dans lequel on vit et c'est facile encore une fois de céder à la facilité de rester dans le modèle, de rester dans ce qu'on nous vend, dans ce qu'on essaye de nous montrer, et en fait, il y a plein de voies différentes et quand on commence un peu à sortir un peu des canaux traditionnels, on se rend compte qu'il y a des choses qui en tout cas moi de mon point de vue, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde d'aujourd'hui et il faut qu'on soit acteurs du changement tous, aussi bien pour nous-mêmes que pour, bah, les futures générations, mais même en fait, même les générations qui sont là, en fait. Donc en fait, ce choix d'arrêter la course au large, il a été motivé parce que tout simplement, mon métier et ce sport aujourd'hui tel qu'il se pratique, mais comme d'autres sports, hein, comme d'autres, enfin voilà, la course au large n'est que le reflet, un peu de la société actuelle. C'est-à-dire qu'on arrive en bout de chaîne d'un système où,
Ou voilà, tout ce qui est du domaine de l'artistique, du loisir, du sportif, tout ça, c'est le reflet de la société. C'est une certaine vision du monde, une certaine vision de la performance, une certaine vision de ce qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Et en fait, bah voilà, le fait de dire que il faut toujours aller plus vite, il faut gagner à tout prix. On n'écoute pas la nature, on n'écoute pas le vivant. Bah en fait, tout ça, ça faisait de moins en moins de sens pour moi. J'ai essayé de me battre pendant 3 ans pour essayer de faire bouger les choses, mais je pense que comme d'une certaine manière c'était un peu de l'activisme, je me suis dit qu'il fallait changer les choses dans mon domaine pour être actif. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une inertie de malade et que le système se défend très très fort et que les gens qui veulent en profiter continueront toujours de vouloir en profiter jusqu'au bout. Et donc voilà, je pense que comme pas mal d'activistes plus engagés que moi, je vois ça sur différents réseaux. Je pense qu'on passe par des hauts et des bas. Il y a des moments où on est juste fatigué en fait de se battre contre des choses qui ne bougent pas. Donc voilà, là c'était pour moi le bon timing pour dire que j'avais envie d'aller vers autre chose et que c'était voilà, une action un peu plus engagée, un peu plus radicale, de vraiment couper les ponts et de dire que voilà, je me sentais plus bien dans ce que je faisais le matin quand je me levais. Donc ouais, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Donc voilà, j'en suis là de ma réflexion. Pour autant, j'ai pas envie de. euh, Ce que j'ai fait, c'était surtout, je pense, voilà, une photo instantanée avec des chiffres, avec des faits. Et c'est sûr que bah, le milieu de la course au large n'a pas vraiment apprécié que je dise ce que je pense. Donc c'est quand même révélateur aussi. Si les gens se sont sentis agressés ou visés, c'est parce que je pense qu'il y a un fond de vérité dans ce que je dis. Et au final, ça arrange bien tout le monde, toujours pour des raisons bah, de confort ou d'argent, quoi, de continuer à être dans ce filon-là. Je pense que j'ai fait une décision qui était juste pour moi et qui, si tu me parles aujourd'hui, c'est que ça a résonné en dehors du milieu de la course au large et que voilà, l'idée, c'est voilà, la course au large, si ce n'est pour faire des courses de manière très égoïste nous-mêmes, on a quand même ce petit rôle de vouloir faire rêver les gens à autre chose parce que la mer fera toujours rêver les gens. C'est un des derniers espaces de liberté avec la montagne peut-être. Donc on a ce côté-là un peu, voilà, devant l'immensité de l'océan, on ne peut que se sentir ridicule et et faire des contrepoints un peu absurdes sur nos visions du monde, quoi. Donc, euh, donc voilà, la mer a ce devoir-là d'inspirer les gens et je pense que bah voilà, il faut que l'artistique, le sportif, tous ces gens aujourd'hui qui se posent des questions dans le divertissement et dans des loisirs, hein, parce que ça ne reste que des jeux, hein, on ne sauve personne, on n'est pas dans le top des choses prioritaires pour mener une existence, comment dire, facile, quoi. Mais voilà, je pense que l'être humain a quand même besoin de culture, de sport, voilà, d'élever un peu son niveau de conscience par rapport à un état animal classique. Donc, je pense qu'on a cette chance-là de réfléchir, de se transmettre, de communiquer, de pouvoir transmettre des savoirs. Et voilà. Donc moi, je pense qu'on est à un tournant de notre civilisation. Je pense que les choses ne font que s'accélérer vu qu'on est en train de forcément. Alors je suis pas, maintenant on me dit que je suis extrémiste et on me critique pas mal, mais je pense que de toute manière. La décroissance est juste une phase dans laquelle on est rentré par nous-mêmes parce qu'on est en train tous de tirer et forcément il y a des ressources qui sont en train de se tarir de plus en plus. Donc, ce qu'il faut qu'on pense maintenant, c'est même plus d'accepter le fait qu'il y aura de la décroissance, c'est juste penser qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera justement dans une phase de post-croissance et comment on fait pour retrouver un milieu à l'équilibre. Et ça passe effectivement, le sport n'en est qu'une partie à la fin. C'est juste un loisir qu'on a envie de continuer et voilà, qui prône quand même des belles valeurs d'engagement de soi, d'écouter la nature. Et je pense qu'il y a tellement de choses dans tous les domaines, hein. Il va falloir que tout le monde se réinvente et le sport et la culture vont en faire partie parce que c'est qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme valeur profonde en fait, de se dire est-ce que ce qu'on a envie c'est juste d'écraser les gens et d'avoir une vision très égoïste du monde ou ce qui compte absolument c'est juste sa réussite personnelle. Euh, voilà, je pense que le futur il va être
dans le collectif, dans le vivre ensemble. C'est peut-être le seul défi qu'on a aujourd'hui, c'est juste de réussir à faire que les gens se parlent et soient d'accord. Et la mondialisation n'a fait que ça. Ok, on a accentué, on est plus rapide à communiquer, à échanger, mais au final, on n'a jamais été autant séparés les uns des autres à vivre sur nos téléphones et nos réseaux sociaux, quoi. Donc c'est ça qui est assez triste et paradoxal. Je suis bien d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que justement ce secteur du sport et des loisirs qui était jusqu'à présent assez préservé par des prises de position. Finalement, on a observé là récemment qu'il y a plusieurs athlètes dont tu fais partie, mais pas que. Il y a aussi des athlètes qui pratiquent la course à pied, etc., qui ont aussi pris position en refusant de participer à des compétitions sportives, aux Jeux olympiques, pour des raisons écologiques. Donc finalement, ce secteur qui ne répondait de pas grand-chose en la matière s'est retrouvé assez vite confronté aux sportifs et aux sportives qui ont osé prendre des décisions assez radicales. Tu le disais, on t'associe à un extrémiste maintenant, mais je ne suis pas surprise. C'est assez logique quand on observe un peu ce qui se passe. Mais voilà, finalement, tu appartiens à un mouvement un peu plus large, puisque vous êtes nombreux et nombreuses ces derniers mois, voire années, à avoir pris des positions semblables. Bah, je pense que c'est en fait symptomatique du fait que voilà les idées de quelques philosophes, théoriciens, des écologistes de la première heure se battent quand même. Enfin, on va pas se mentir, ça fait quand même 50 ans qu'on est au courant qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et aujourd'hui, je pense que bah voilà, on arrive à un point où voilà, les idées commencent à infuser et le cercle s'agrandit et on est de plus en plus nombreux à lire des choses, à voir des choses que les médias traditionnels. Enfin voilà, faut pas être dupe, hein, de voir qu'effectivement, les journaux télévisés, les médias appartiennent tous à quelques personnes qui ont des intérêts à protéger. Et effectivement, bah, aujourd'hui, on a quand même un outil qui est incroyable qui s'appelle internet, qui permet de voilà, de quand on sait où aller chercher les infos, on peut en trouver. Faut toujours avoir, voilà, du discernement dans ce qu'on lit et voilà, mais je pense que voilà, on en est à un point où, bah, oui, c'est normal que dans toutes les couches de la société, dans tous les domaines, et ben, on commence à avoir des gens qui prennent position. Et c'est vrai que ce qui est chouette, dans le sport, c'est que, bah, on nous tend toujours un micro à la fin d'un événement sportif ou voilà, en tout cas, on a un endroit où s'exprimer. C'est comme les influenceurs, hein, sur Instagram ou ailleurs. En fait, on a un devoir là-dedans. On a une responsabilité parce que, c'est vraiment le cœur voilà, de ce que j'ai envie en tout cas, là, c'est là-dedans que je me dis qu'il y a un combat qui est plus fort à mener que juste essayer de changer peut-être juste des petites règles. C'est vraiment d'aller creuser et d'aller théoriser le truc, de se dire, à quoi on fait rêver? Parce que quand je reprends le fil, enfin, on peut tous se poser la question de se dire, quelle a été notre éducation? Comment on a été éduqué? Qui a façonné, en fait, notre manière de voir le monde? Et quand tu réfléchis bien, bah, ça s'est passé, en fait, forcément par du cinéma, par de la fiction, par, des histoires, par, des choses où on n'en a même pas conscience, en fait, de voir à quel point, ça paraît normal aujourd'hui de voir de la publicité, à la télé, dans les magazines, au bord des routes. Alors tu dis: «Mais en fait, c'est dingue», c'est vraiment cette vision, voilà, capitaliste, on essaye on donne envie aux gens d'avoir ce qu'ils n'ont pas et on crée, en fait, un manque et un besoin qui, en fait, au début, on l'a pas ce truc-là. Et aujourd'hui, Instagram, c'est exactement ça. On passe notre vie à partager des moments, bah, voilà, qu'on partage, qu'on trouve: «Ah ça, c'est cool», et en fait, on fait rêver les gens à des choses cool, mais en fait, c'est pas forcément ça qui va nous rendre forcément heureux. Et quand je vois la quantité de personnes qui essayent à tout prix d'avoir quelque chose alors qu'ils savent même pas pourquoi ils le veulent, moi le premier, hein, je trouve ça dingue, en fait, de se dire, on n'a même pas fait ce travail d'abord sur nous, de savoir, qu'est-ce qu'on a vraiment envie au fond de nous-mêmes et pourquoi on en a envie? Et je pense que ça va être le défi, je pense de du futur, de réussir à déconstruire, en fait, tout ce qu'on a pu nous mettre dans la tête depuis les années 50-60, quoi. Faire rêver autrement aussi, proposer d'autres modèles. Ouais, et c'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout parce que ça demande effectivement, du renoncement, ça demande,
des sacrifices, ça demande d'accepter aussi de sortir du moule, que les gens vous regardent un peu différemment et je pense que voilà, après si c'est juste et si ça résonne juste en nous-mêmes, et ben je pense qu'il faut réussir et c'est pas évident, mais à se détacher du regard de la société, quoi. Donc, et je pense que plus on sera nombreux, plus ça sera normal et plus ça va aller. Et on le voit bien déjà aujourd'hui. Tu vois, moi, enfin, je mange plus de viande rouge depuis 2008. En 2008, c'était déjà compliqué. Quand je disais que je mangeais pas de viande, on me proposait direct d'autres choses, mais les gens c'était genre ah et t'as pas de problème. Et aujourd'hui, je me rends compte que à chaque fois que je rejoins un dîner où je dis que je suis végétarien, bah ça y est, ça commence. Alors il y a encore des discussions, hein, mais ça commence vraiment à infuser les idées. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont végétariennes. Mais rien que là-dessus, enfin, l'alimentation c'est aussi quand même la base de notre vie et de notre société. Enfin, si on n'a pas d'eau, pas de nourriture. Et rien que sur ce truc de base, il y a déjà énormément de choses à déconstruire, aussi bien voilà, pourquoi dans les films, enfin voilà, c'est des choses toutes simples, mais il faut qu'on arrête de montrer naturellement dans des publicités que pour passer un bon moment, un week-end, il faut qu'on soit des hommes autour d'un barbecue et enfin voilà, enfin tu vois, c'est rien que ça, tu dis, c'est des choses énormes à, à déconstruire et à faire rêver à autre chose, mais voilà, il faut qu'on s'en saisisse, il faut que la culture s'en saisisse, il faut que moi, j'arrêtais pas de dire en tant que sportif que je faisais effectivement des grosses compètes, des gros trucs, et j'étais végétarien, et j'ai jamais eu de problème de force ou d'équilibre ou quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est des petits trucs, mais mis bout à bout, bah, je pense que les idées infusent, et aujourd'hui, bah voilà, ça va faire que s'amplifier, je pense. C'est intéressant parce que tu fais beaucoup de parallèles forcément entre le cinéma et notre vie actuelle, mais parce que tu as eu aussi, j'imagine, ce parcours dans le monde du cinéma, donc tu as ce regard-là, mais c'est intéressant. J'aurais d'abord aimé que tu expliques peut-être aux auditeurs et aux auditrices pourquoi finalement c'était si polluant de pratiquer ces courses au large, peut-être aussi réexpliquer brièvement voilà, de quoi on parle quand on parle de courses au large, combien de bateaux, etc. Et voilà quels étaient les points noirs. Qu'est-ce qui t'a fait à un moment prendre conscience de l'empreinte carbone de ce type d'événement? D'ailleurs, est-ce que tu l'as calculé? Je ne sais pas. Tu nous diras. Mais voilà, est-ce que tu peux un peu nous redessiner tout ça et nous expliquer vraiment voilà, pourquoi c'est une activité finalement assez polluante? Alors, le premier point qu'on peut dire, c'est que déjà, effectivement, le premier truc qui vient en tête, c'est de se dire: «OK, les bateaux, ils avancent avec du vent», donc déjà, c'est vrai que c'est déjà une en soi, c'est déjà quelque chose d'assez low tech, et si on devait juste faire ce déplacement grâce à des énergies, différentes, ça serait beaucoup plus impactant. Donc, c'est sûr que la voile, c'est quelque chose, une fois que le bateau est en déplacement, c'est quelque chose de propre. Parce que voilà, on utilise le vent et on est autonome en énergie. On a effectivement, moi en tout cas, si j'ai fait aussi l'expérience de la sobriété, c'est parce que sur mon bateau, j'ai expérimenté le fait d'être autonome en électricité avec des panneaux solaires, avec un hydrogénérateur. Donc c'est comme une petite éolienne qui tourne dans l'eau, c'est une petite turbine qui fabrique du courant. Je gère mon stock d'électricité, je gère mon stock d'eau, j'ai un désalinisateur, donc je prends l'eau de mer, je la transforme en eau douce. Tout ça, ça permet effectivement de sentir un peu à quel point on est fragile, à quel point on est sur un équilibre, et que même sur un bateau, bah, en fait, c'est déjà hyper compliqué pour une personne de trouver l'équilibre là-dessus tous les jours. Donc ce premier point est important. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu des calculs d'analyse de cycle de vie qui ont été faits il y a déjà quasiment une dizaine d'années, mais au fur et à mesure qu'on en fait, bah, on vient toujours au même problème, c'est que euh, la construction d'un bateau, parce que là, ça, c'est le deuxième point qui arrive le plus souvent, c'est les gens nous disent, ah ben oui, vos bateaux ne sont pas propres parce qu'ils sont en fibre de carbone, en fibre de verre, à base de dérivés de pétrole, plastique, d'inéma, polyester et compagnie. C'est vrai que c'est un impact, mais quand on fait le bilan sur une campagne entre 2 et 4 ans, la construction du bateau ne représente que 25% du bilan carbone. Ce qui est vraiment impactant, en fait, c'est tout ce qui est autour. Et je crois qu'à 75%, ce sont les déplacements. C'est-à-dire que tous les déplacements annexes, c'est-à-dire que j'emmène le bateau dans un village départ de course, bah, j'ai forcément des camions qui me suivent, j'ai des Zodiacs qui viennent avec moi,
j'ai je ne sais pas combien de personnes qui viennent sur le déplacement. Ensuite, bah, j'ai les sponsors qui viennent voir le bateau, j'ai des clients qui viennent voir le bateau. Et puis il suffit qu'en fait on arrive de l'autre côté de l'Atlantique, ben là on prend des avions, on envoie des gens pour l'arrivée du bateau, pour faire des images, pour tout ça. Donc en fait, c'est 25% de la construction du bateau. On parle là sur un bateau que je vais prendre un exemple, le dernier exemple en date sur lequel on a des chiffres. Sur un bateau du Vendée Globe, on sait qu'à la construction d'un bateau du Vendée Globe, c'est à peu près 600 tonnes d'équivalent carbone. Donc ça reste le bilan à peu près de 60 Français moyens pendant un an. C'est pas non plus énorme. D'autant que ce bateau, bah, il va naviguer, je l'espère, au moins 10-15 ans. Donc voilà, si on réduit ça en une année, ça reste quand même raisonnable par rapport à ce qu'on a, par rapport à d'autres activités et tout ça. Après, effectivement, quand on met en contrepoint le fait que toutes les activités qui sont au-delà de 2 tonnes, si on veut respecter les engagements des accords de Paris, bah, c'est sûr que là, on est bien au-dessus déjà des 2 tonnes. Donc c'est ça aussi qu'il faut questionner. Et donc au final, ce qui est très impactant dans notre milieu, c'est pas l'objet bateau en lui-même, c'est l'usage qu'on fait de ce bateau. Et voilà, en fait, les modèles de course qu'on connaît aujourd'hui, bah, on est quand même comme je le disais, au bout de la chaîne d'un monde consumériste et quand même très capitaliste. Et donc en fait, bah, en fait aujourd'hui, la course au large est devenue juste un peu, alors pas pour tout le monde, parce qu'il y a encore quelques personnes qui portent des projets inclusifs ou réellement environnementaux, des choses qui portent à cœur. Mais on va dire que ce qui comment dire, vraiment les grosses équipes qui sont motrices et qui au final ont de l'argent et dirigent un peu ce système-là, sont vraiment vers une pente, dans une sorte de cercle vicieux où les seules choses qui les intéressent, c'est de gagner. Ils veulent gagner pourquoi? Pour avoir de la retombée médiatique. Pourquoi avoir des retombées médiatiques? Pour avoir de l'argent. Et ça tourne en boucle. Et tout ça, c'est en plus mêlé avec des organisateurs de courses qui en fait, appartiennent à des médias et les médias, bah, forcément, bah, ils sont là pour faire aussi, pour faire leur beurre et donc du coup, tout ça, c'est un peu malsain, tout ça, ça se mange dans la main. Tu as des médias qui vont juste avoir même des agences de communication qui vont trouver des sponsors et placer des gens. Enfin voilà, c'est pas très sain tout ça, c'est un tout petit milieu et en fait, c'est un peu triste aussi, tu vois, typiquement de se dire qu'une route du Rhum, au final, ça a été construit, sur, voilà, sur un modèle, dans les années 70 où c'était le boom, c'était le Club Med à l'autre bout du monde, c'était faire de la promotion, de prendre un avion et d'aller de l'autre côté. Et donc voilà, en fait, ces événements majeurs-là, bah, aujourd'hui, ils sont plus du tout soutenables, ils sont plus désirables. Et il y a quelques courses qui mériteraient peut-être d'être sauvées, mais voilà, faire un tour du monde comme le Vendée Globe, bah, au final, on part d'un point A et on revient au même point A. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, faut quand même qu'on soit assez malin pour construire des bateaux qui soient fiables. Et puis là, aujourd'hui, on est dans une espèce de fuite en avant vers des bateaux qui sont toujours plus rapides. On installe ce qu'on appelle des foils sur les bateaux. Ce sont des grands supports, un peu comme des ailes d'avion sur les côtés qui permettent d'aller de plus en plus vite et de se sustenter un peu dans l'eau. Mais là maintenant, le grand problème, c'est que oui, on va de plus en plus vite, mais on casse de plus en plus parce que bah, forcément, la mer devient de plus en plus sale. Et puis, bah, on tape des billes de bois, on tape des containers, quand ce n'est pas des baleines, parce que voilà, ça c'est aussi une réalité qui fait que en fait, les coureurs au large, leur seul truc, qui les intéresse, c'est enfin, pas pour tout le monde, hein, mais il y en a quand même, je pense, une très grande majorité qui ne s'intéresse pas, tu vois, au chemin migratoire des baleines, qui n'essayent même pas de savoir, comment faire pour éviter ça et voilà, on n'essaye même pas aussi de comprendre vraiment, le milieu dans lequel on évolue. Les marins ne sont pas formés, scientifiquement pour connaître, tu vois, les voies migratoires des baleines, pour savoir dans quel milieu on évolue. On est juste là à essayer juste d'aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, alors qu'en fait, bah, ça fait pas vraiment de sens. Je pense que ce qui intéresse vraiment les gens, c'est de voir, des histoires humaines, de voir, qu'est-ce qui se passe quand on est sur l'eau, les histoires de marins justement, c'est aussi des histoires où,
Dans le passé, il y avait des gens qui partaient, on savait pas où ils étaient, on n'avait pas autant de communication. Et du coup, bah, encore une fois, ce qui marche, c'est l'imaginaire. Quand on voit un bateau qui part derrière une ligne d'horizon, bah, on se demande qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, bah, on est à une ère. C'est un peu paradoxal parce que j'ai vraiment en partie contribué un peu à tout ça en étant un des premiers à faire une chaîne YouTube un peu attractive sur la voile avec plein de choses. Et voilà, on essaie de montrer toutes les coulisses, on essaye d'être vraiment dans une sorte de télé-réalité qui est intéressante, mais est-ce que c'est la bonne voie? J'en suis pas certain, quoi. Il faudrait aussi qu'on arrive à montrer que on peut s'amuser d'une manière plus lente, en fait, avec des bateaux qui seraient déjà peut-être plus responsables en construction. Et puis après, c'est quel programme on utilise autour, quoi. Je pense que dans le futur, la place de la voile va peut-être certainement reprendre une part active dans le transport de marchandises. On voit qu'il y a des cargos qui sont en train de se il y a des prototypes avec des ailes sur des bateaux, avec des ailes de kitesurf dessus. On commence à vraiment à faire infuser quelques idées. Des marins comme François Gabard viennent de s'investir vraiment financièrement dans une entreprise de transport à la voile. Donc, il faut aussi qu'on essaie d'arrêter de vous. Enfin voilà, de toute façon, on est dans une phase où forcément, bah, il va falloir qu'on réinvente d'autres choses. Donc, même le mot même de course au large, est-ce qu'il va encore être euh, valable dans quelques années, je suis même pas sûr en fait. Il va falloir que nos projets servent à autre chose que d'aller juste s'amuser. Il va falloir que ça serve à la science, que ça serve au transport de marchandises, et puis voilà. Et encore une fois, ça c'est uniquement dans un monde où on a encore le temps de s'amuser. Donc si demain, je sais pas, hein, je pense qu'il faut rester optimiste, mais c'est sûr qu'on va vers des crises énergétiques, qu'on va vers des crises économiques et quelle sera la place en fait de toutes ces activités euh, entre guillemets annexes, mais en même temps si essentielles pour notre comportement d'être humain. Bah, il va falloir et j'ai pas toutes les clés, hein, j'amorce juste une réflexion, hein, c'est des choses voilà, qui m'interpellent et sur lesquelles je me pose beaucoup de questions. C'est comment on va pouvoir continuer à d'une part, s'amuser un peu encore égoïstement parce que je pense qu'on aime tous, voilà, ça reste incroyable, comme, de faire du bateau, en pleine mer, comme c'est incroyable d'aller se promener en montagne et de juste faire du ski. Ça n'apporte pas grand-chose, mais par contre, si on arrive à lier un peu l'utile à l'agréable et de se dire que ce qu'on fait en se déplaçant sert à quelque chose, bah, ce jour-là, on aura peut-être enfin trouvé un équilibre, quoi. Bien sûr, on aura toujours besoin, je pense, de loisirs et d'activités qui nous fassent rêver aussi. Et la voile y contribue grandement, tu le disais, hein, mais la voile. Et c'est pour ça que je suis assez surprise que finalement, j'étais persuadée, tu vois, mais c'est peut-être un peu bête, hein, que tous les marins avaient une forte, appétence pour, ces sujets nature, qu'ils étaient passionnés par la faune, la flore, et en fait, ce que tu dis et ce qui ressort de tes propos, c'est que ça reste avant tout quand même une course et que l'objectif, c'est bel et bien d'arriver, le premier ou la première. Alors, je mettrais une nuance là-dedans, dans le fait que il y a eu un je pense qu'il y a eu un glissement, en fait. Je pense que les premiers marins, tu vois, qui voilà, dans les années, 70-80 étaient des marins. Tu vois? On les appelait pas des coureurs, on les appelait des marins. C'était des gens qui allaient sur l'eau, qui aimaient aller sur l'eau, qui avaient d'autres choses, qui passaient leur vie à être au contact de la mer et je pense qu'effectivement, ces premières générations bah, de découvreurs de ce support-là et voilà, qui ont inventé, qui ont façonné plein de choses, ils avaient cette sensibilité-là parce qu'ils passaient leur vie sur l'eau. Aujourd'hui, les profils des personnes qui sont vraiment, encore une fois, à la tête de notre écosystème et qui entraînent tout le monde avec eux, leurs profils, ce sont des architectes, ce sont des ingénieurs, ce sont des pilotes. Leur modèle, c'est la Formule 1 en fait. Leur modèle, c'est de s'entraîner sur des simulateurs et aujourd'hui, on en est à être dans des bateaux qui sont fermés, avec des caméras partout. On n'a même plus le vent, on n'a même plus le sel dans les yeux. Ok, quand on doit changer une voile, bah oui, on va changer une voile, on va sur le pont, mais on passe notre temps enfermé et on est en direct connecté avec des gens sur des ordinateurs qui reçoivent les mêmes infos que vous. Euh,
voilà, même le Vendée Globe et je pense que là, c'est un vrai problème et c'est quasiment un mensonge quand ils disent qu'il y a pas d'assistance parce que, OK, il y a pas d'assistance physique, mais aujourd'hui, s'il y a de moins en moins d'abandons sur un Vendée Globe, c'est parce que dès qu'il y a un problème, le premier réflexe qu'un skipper va avoir, c'est de se connecter sur WhatsApp en visio et du coup, bah, d'un seul coup, tu as 15 personnes qui sont capables de voir en même temps, de regarder, d'analyser et puis de t'aider à réparer, quoi. Donc, d'un côté, c'est bien parce que, bah, effectivement, on casse moins de bateaux, on va plus loin et compagnie. Après, ça enlève tout le charme, de voilà, des premiers marins qui, bricolaient par eux-mêmes, se dépassaient, trouvaient des solutions incroyables côté, voilà, bricoleurs, tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus de bricoleurs sur les bateaux ou très peu et on a juste des profils de personnes voilà, qui sont, assistés, et qui sont des pilotes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là, effectivement, sont moins sensibles à la mer que les premiers marins, quoi. Mmh. D'accord. Alors toi, quand tu as pris cette décision, donc c'était devenu ton métier, hein, tu le disais, finalement, tu travaillais plus dans le secteur du cinéma, c'était devenu ton métier. Comment est-ce que tu imagines ton métier désormais? Comment est-ce que ça va évoluer? Qu'est-ce que ça change, toi, très concrètement? Tu vois, on n'a pas tous dans notre entourage des proches qui sont navigateurs, on ne se rend pas forcément compte de l'impact de ces courses, dans leur quotidien et cetera. Qu'est-ce que ça change? Comment toi, tu vas pratiquer ton métier différemment? Est-ce que tu vas pouvoir continuer à le pratiquer ou pas du tout et il va falloir te réinventer? Eh ben, Ou peut-être tu sais pas? c'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. Je pense que là, comme je te l'expliquais juste avant, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut faire rêver les gens tout autant, mais d'une autre manière. Donc là, tu vois, maintenant, j'ai envie de monter une expédition artistique engagée. Et je pense que dans ce terme d'artistique, j'ai envie de tout englober. J'ai envie d'englober aussi bien du cinéma que de la musique, que du scientifique, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, tous les chiffres existent. Enfin, je veux dire, tous les faits sont là. Après, ce qu'il faut juste réussir, c'est à les mettre en lumière et les exposer d'une manière sensible. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on a besoin, c'est voilà, que quand on va montrer, aujourd'hui, on a envie de toucher un public de plus en plus grand. On a envie d'agrandir le cercle. Donc, le cercle, pour l'agrandir, c'est pas en montrant un PowerPoint ou un dossier scientifique très compliqué que ça va toucher. Par contre, si demain j'arrive à faire des films, que j'arrive à faire de la musique, que j'arrive à faire des belles vidéos dans lesquelles bah, on arrive à faire passer un message d'une manière sensible, et ben, je pense que là, on aura gagné. Et même d'un point de vue sportif, je pense qu'il y a aujourd'hui, tu vois, il y a quelque chose qui m'a choqué, moi, au départ de la route du Rhum, c'est que on a failli partir dans des conditions météo très compliquées. Heu, moi, le premier, j'ai commencé à dire: «Bah, non, en fait, ça m'intéresse pas de partir là-dedans» parce que, bah, d'une part, on risque de casser des bateaux, donc même d'un point de vue écologique, c'est absurde d'envoyer une flotte de bateaux au casse-pipe parce qu'on va casser des bateaux. On va abîmer aussi des humains. On risque de mettre en danger des hommes et des femmes qui viendront nous secourir. Et puis c'est aussi, au final, une vision enfin complètement indécente de se dire que, en fait, on est plus fort que la nature et même si la nature nous dit, nous dit: «On n'y va pas», bah, nous, on dit: «Ah bah non, nous les petits humains, on est quand même plus forts». Et en fait, c'était la première fois que j'étais là à me dire: «En fait, c'est complètement absurde de ne pas écouter, le vent et la mer». De se dire, en fait, on en est là, quoi. On en est à un truc où on se croit vraiment, supérieur et c'est pas étonnant que dans tout le champ lexical qu'utilisent, les agents de communication, c'est toujours, des métaphores guerrières, de combat, de dur au mal, voilà. Et en fait, aujourd'hui, je suis désolé, mais on a vraiment besoin d'autre chose, quoi. On a besoin de dire au contraire qu'on travaille en harmonie, qu'on écoute ce qui se passe et on est attentif au monde dans lequel on vit, quoi. Et c'est au final ma décision, elle est plus, tu vois, je pense qu'effectivement nos bilans carbone ne sont pas les pires, mais par contre, d'un point de vue éthique et philosophique, enfin rien que le fait de faire de la compétition et de voilà, de se dire qu'on est plus fort que la nature et qu'on accepte de casser des bateaux juste pour être premier, en fait, je suis plus du tout, mais alors plus du tout d'accord avec ça, quoi. Et voilà, alors qu'il y a plein de belles choses à raconter, il y a mais c'est encore une fois, c'est juste qu'il va falloir qu'on
qu'on remette des critères de performance différents. Est-ce que le futur, c'est pas juste de réussir effectivement à prendre le temps, de trouver parfois une bonne fenêtre météo pour aller à tel endroit avec le bon vent qui va bien, et pas juste se dire de toute manière on écrase tout et on est les plus forts. Et voilà, c'est un basculement de pensée et c'est pas effectivement, je pense que toutes les critiques que j'ai eues viennent de personnes qui sont plutôt mâles, plutôt plutôt riches, plutôt de 50-60 ans qui au final sont sur la fin voilà, d'un cycle. Il y a pas tout le monde dans le même bateau, hein. Il y a des gens qui sont prêts à s'ouvrir, il y a des gens qui changent et heureusement qu'il y a des gens qui vont changer, mais ce qui fait un peu mal parfois, c'est de voir que même des jeunes sont dans ce moule et veulent y rester parce que ils veulent leur part du gâteau qu'on leur a vendu et ils ont effectivement bossé pour ça et ils se sentent légitimes à demander leur part du gâteau. Et donc, en fait, c'est juste un peu triste, un peu vain, quoi, d'avoir tout ça, quoi. Mais bon. Mmh. Toi, tu avais peut-être plus de recul aussi parce que finalement, tu le disais en préambule de cet épisode, mais tu as découvert la navigation à 27 ans, la navigation à la voile. Et je sais pas, tu étais peut-être pas prédestiné à être navigateur, à participer à des courses au large. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais déjà a priori végétarien avant d'entrer dans tout cet univers-là. Et donc peut-être que c'était aussi pas forcément plus facile, mais que ça t'a permis d'avoir ce recul sur la situation. Oui, bah, je pense que effectivement, c'est quelque chose que je répète beaucoup en ce moment, c'est que au final, je n'en veux pas en fait à toutes ces personnes parce que chaque personne a un cheminement de pensée. Enfin, tout le monde a des actions qui sont logiques. Les gens ne sont pas illogiques. Si les gens sont là où leurs actions, chaque action d'une personne découle d'un cheminement qui est logique pour eux. Ils ont eu certaines informations, certains rêves, certains trucs. Donc, et ben, la chaîne logique fait qu'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. Et donc, en fait, moi, j'ai eu la chance, je vois ça comme une chance, d'avoir d'autres portes ouvertes, d'autres fenêtres par lesquelles j'ai regardé. Et aujourd'hui, bah, je pense que pour moi, c'est plus juste d'aller vers ces nouvelles portes qui sont ouvertes. Mais c'est sûr que si on reste dans un endroit où on est entre soi et on regarde tout le temps la même chose, et ben, bah, c'est facile de se convaincre qu'en fait, le changement est compliqué et qu'on reste entre nous. Donc, je pense que encore une fois, le futur, ça va être bah, d'ouvrir des fenêtres à pas mal de personnes et ça va passer par le sport, ça va passer par des films, ça va passer par des photos, ça va passer par des romans et je pense qu'on est là. Plus je creuse cette thématique, plus je me rends compte qu'il y a des gens qui se posent des questions. L'univers du cinéma est en train de se poser beaucoup de questions. Il y a des mouvements là, voilà, il y a des mouvements de producteurs, de réalisateurs, de comédiens qui essayent de s'engager là-dedans. Et ils en sont comme moi aujourd'hui dans le sport, ils savent pas par où commencer et c'est hyper dur de déconstruire un truc parce que voilà, on a tous les mêmes problèmes de se dire que quand on fait un film, bah voilà, je suis bien placé pour voir ça. C'est une industrie, le cinéma, il y a quand même ce besoin derrière de faire de l'argent. Donc en fait, on en est à un point où il va falloir qu'on arrête de penser en verticalité et de se dire qu'on fait un produit avec une finalité en bas du consommateur et au final d'avoir de l'argent. Il faut qu'on pense en quelque chose de plus horizontal en disant que il faut qu'on arrête de vouloir le profit à tout prix. Il faut qu'on trouve une sorte d'équilibre et que voilà, si on produit quelque chose, il faut juste être à l'équilibre. Et c'est pas facile, c'est des efforts, c'est effectivement chaque personne qui en a la capacité, qui peut faire un petit effort aussi bien. Voilà, moi, en tant ce que je suis, je suis pas grand-chose, tu vois. C'est pas moi qui vais sauver le monde, mais par contre, si je peux, ne serait-ce qu'influencer quelques personnes enfin voilà, déjà, si j'arrive à me sentir bien moi-même et que derrière j'arrive à faire résonner ça chez d'autres personnes, ça serait déjà super, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses à inventer et je pense que voilà, ça m'a fait juste du bien de partager ça sur les réseaux et derrière, ça a été en fait une déferlante bah, et de haine et d'amour. Enfin, c'était un peu particulier. Donc en fait, ouais, c'est très ambivalent, mais en même temps, c'est symptomatique, voilà, encore une fois, d'une transition. Je pense vraiment qu'on est à un tournant voilà. Je pense que quand on est dans un changement, au final, on s'en rend pas vraiment compte, mais tu vois, le point de bascule entre le Moyen Âge et la Renaissance, ça a duré combien de temps? Ça a duré un petit moment, et je pense qu'aujourd'hui, bah, on est à peu près pareil
une ère, je sais même pas comment on peut appeler ça, mais une ère irresponsable et une ère soutenable, responsable. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, mais il y aura forcément des petits traumatismes et des phases qui seront moins drôles que d'autres. Donc il va falloir aussi qu'on garde de l'optimisme et que justement, c'est de notre ressort, je pense, nous, les personnes qui font la culture, d'imaginer un monde dans lequel ça se passera bien. Parce que le côté dystopique, je pense qu'on l'a tous en tête. On voit très bien, on voit très bien des Black Mirror, ou des Mad Max ou Waterworld ou ce que tu veux. Mais il faut qu'on montre qu'en fait, on peut quand même être joyeux et vivre d'une autre manière. Et c'est pas facile parce que bah, ça demande des sacrifices, ça demande des renoncements, ça demande de perdre un peu de confort, ça demande de retrouver une valeur différente à quelque chose qui est juste primordial, mais qui est juste le temps, tu vois, d'avoir le temps de faire les choses. Moi, aujourd'hui, enfin, voilà, c'est hallucinant d'entendre des propos comme là, récemment l'ancien ministre des Transports qui dit que le temps est précieux pour les chefs d'entreprise. Et t'as envie de dire, mais attends, il est précieux pourquoi? C'est incroyable et c'est d'une indécence. Enfin, voilà, je pense que quand nous là, quand déjà on regarde dans l'histoire, quand il y avait les privilégiés entre les nobles et tout ça, on se disait c'est pas possible que les gens aient pu laisser passer ça. Bah en fait, on en est au même point. Je pense que dans quelques, dans quelques années, on se retournera en disant mais comment on a pu laisser faire des choses pareilles en fait. Je suis Voilà. bien d'accord avec toi. Comment est-ce qu'on peut laisser des gens tenir ce type de propos? Ça m'échappe complètement. Peut-être qu'on pourra imaginer une navigation des low-tech. Je sais pas, tu me fais beaucoup penser à Corentin, que je n'ai jamais rencontré, mais dont j'adore le travail, donc je suis. Et je sais pas, vous me faites, je sais pas, dans mon imaginaire, vous ressemblez. On pourrait imaginer une navigation low-tech où il y a des expéditions scientifiques et où on sensibilise les jeunes aussi. Ça pourrait être très chouette parce que la voile, c'est quand même assez magique et je trouve que ce serait beau que plus de monde puisse y avoir accès aussi. Ouais, bah je pense que Corentin, c'est un copain que je croise régulièrement entre deux expéditions quand il passe à Concarneau. Effectivement, on a fait partie un peu du même écosystème qui a été fondé par Roland Jourdain, qui est justement un des premiers marins à s'être saisi un peu de ces problématiques et il a monté tout un petit écosystème qui est vraiment très intéressant. Et Corentin, oui, il a cette casquette un peu genre, bah voilà, d'un ingénieur qui s'est posé des questions pour comment faire mieux avec moins. Bah voilà, je pense que maintenant, il y a eu le côté technique, mais maintenant il faut la technique sans la philosophie de se dire pourquoi on utilise la technique, l'un va avec l'autre. Donc je pense que lui est vraiment en train de creuser concrètement des pistes là-dedans. Il déconstruit aussi des choses qui sont super. Après, voilà, je pense qu'il y a un autre travail maintenant qui est de rendre tout ça joyeux, désirable par de la fiction et par de l'action, parce que au final, voilà, moi je pense que ce que j'ai envie maintenant, donc je t'ai parlé de ce côté expédition, ou de voyager, de faire du cinéma, de montrer d'autres choses, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup à terme réussir aussi à peut-être créer, j'appellerais même pas ça une course, mais un événement nautique dans lequel, bah voilà, on coche un peu toutes ces cases-là de se dire qu'on navigue ensemble avec d'autres personnes, avec des bateaux plus ou moins récents, et dans lequel il y a de l'inclusion, dans lequel il y a du féminisme, dans lequel il y a du transport de marchandises, du scientifique, et ça paraît un peu utopiste et fourre-tout et tout ça, mais en fait, ça serait tellement mieux, en fait, ça serait tellement plus juste. Donc, je sais pas quelles sont les personnes qui vont vouloir s'engager là-dedans. Je pense on est nombreux à le vouloir. On est nombreux à vouloir être heureux, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, moi, il y a rien de plus qui me rend plus triste de voir que des gens qui font de la régate et qui, même s'ils ils terminent, ils ont un classement honorable, se trouvent nuls ou se détestent ou se disent que c'est nul ce qu'ils font. Enfin voilà, ça crée que de la frustration, ça crée que des choses qui sont pas bonnes. Et ce qui est dur là-dedans, c'est qu'on a quand même, quand on voit quelqu'un qui gagne, on est content pour lui, on se dit ah tiens c'est chouette et voilà, c'est tout le paradoxe, c'est de se dire que bah, on a quand même grandi dans un univers où les belles histoires, ce sont les histoires de personnes qui partent de zéro et qui se construisent et qui arrivent à aller au bout de leurs rêves. Mais bah, aujourd'hui, en fait, quels sont les rêves et quels sont au final, est-ce que ce rêve-là justifie tous les moyens mis en place
sans respecter en fait l'écosystème du vivant dans lequel nous sommes. Euh, Ça, c'est tout le paradoxe que je mets en avant en fait dans cette prise de décision que j'ai faite, quoi. Eh ben, écoute, j'ai hâte de pouvoir visionner alors ou vivre ou je ne sais pas selon ce que tu proposeras une expérience, un film, on verra bien. Mais c'était très intéressant d'échanger avec toi, Stan. Il y a mille et un sujets que j'aimerais encore aborder. Je reste convaincue que la voile et la navigation ont quand même de beaux jours devant eux en étant réinventés. Tu vois, il y a qu'à voir des initiatives comme Sailcop, par exemple, pour aller en Corse ou même de l'autre côté dans les dom-toms, en Guadeloupe, etc. Je trouve que c'est quand même assez encourageant et que cette volonté aussi de plus en plus de voyageurs de moins prendre l'avion permettra peut-être à la voile de se réinventer, tu vois, ou d'être pensée différemment. Ah bah c'est sûr, moi enfin là tu vois depuis que je suis en Guadeloupe, il y a, je sais pas, j'ai peut-être croisé 20, 30 personnes qui me demandaient comment faire pour aller en Martinique à la voile. Et en fait voilà, il y a plein de gens qui veulent voyager et heureusement qu'on voyage, c'est ça qui est dur aussi là-dedans, c'est le même paradoxe que pour l'avion, c'est de se dire bah oui l'avion c'est chouette, ça a connecté les gens, ça rend les choses humaines, mais c'est juste quel usage on fait de la technologie, c'est exactement ça, c'est quel usage on fait de notre bateau, quel usage on fait de notre smartphone, quel usage on fait des réseaux sociaux. En fait, il y a des choses fabuleuses qui peuvent être faites avec, mais il faut le faire avec parcimonie et puis en bonne intelligence. Et c'est pas évident. Et en fait, il faut bien se rendre compte que tous les choix qu'on fait au quotidien, bah, ils ont un impact, en fait. Et c'est pas facile et personne n'est parfait et ça va prendre du temps, mais j'espère qu'on va réussir tous ensemble à faire des choses. Et voilà, moi, j'essaie de faire ma part des choses, mais voilà, je sais que le chemin va être long et il faut juste qu'on arrive à convaincre des gens que c'est cool. Voilà, c'est ce côté influence positive, montrer que c'est sympa de voyager en bateau et que même si on veut aller de l'autre côté des Antilles, bah, en fait, le fait de le faire en quelques heures, bah, c'était juste n'importe quoi. C'était juste n'importe quoi d'y aller en quelques heures et c'est juste que le temps, le vrai temps, il est dans le voyage, il n'est pas dans le tourisme. Voilà, c'est toute la nuance, quoi. Et les gens qui veulent voyager, il faut qu'ils acceptent que voyager, ça prend du temps, c'est un cheminement de pensée, c'est autre chose. Et effectivement, la voile va avoir un rôle à jouer là-dedans et il va falloir aussi qu'on rentre presque un peu en rébellion là-dessus par rapport au système parce que aujourd'hui, bah, c'est hyper compliqué d'emmener des gens à la voile. Il y a tout ce côté assurance, procédurier. Et il va falloir qu'on casse ces codes-là parce que en fait, aujourd'hui, tant que c'est plus simple de prendre l'avion, bah, les gens prendront l'avion. Donc, il faut juste qu'on arrive à révolutionner un peu tout ça, quoi. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, la voile a un rôle à jouer dans le futur. J'en suis sûr. Merci beaucoup, Stan. C'était vraiment super intéressant et je suis certaine que d'ici quelques années, on pourra réenregistrer un épisode et que tu auras plein de nouvelles choses à nous raconter. Merci beaucoup. J'indiquerai dans la barre de description du podcast les liens pour que les auditeurs et les auditrices puissent suivre un petit peu tes aventures. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.